Le mois de janvier 2026 peut se résumer en un match ou un duel, les États-Unis contre l'Europe. Entre le Venezuela, le Groenland ou encore l'Iran, le président américain Donald Trump multiplie les fronts et l'Europe semble parfois avoir du mal à suivre et à se coordonner. Pour notre invité aujourd'hui sur Euradio, l'Occident est sujet à des fractures. C'est même le titre de son dernier livre sorti en octobre 2025. Bonjour Nicole Niesotto. Bonjour. Vous êtes vice-présidente de l'Institut Jacques Delors, professeur émérite au Conservatoire national des arts et métiers, et votre dernier livre, c'est donc Fracture dans l'Occident aux éditions Odile Jacob, avec ce sous-titre « Comment en est-on arrivé là et comment en sortir ?» Alors avant d'essayer de répondre ensemble à ces deux vastes questions, sur l'actualité des dernières semaines, d'abord on parle beaucoup d'accélération de l'histoire. Quel est votre ressenti à vous sur toute cette séquence qui a commencé en gros avec la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro et qui a vu Donald Trump répéter sa volonté d'acquérir le Groenland ? Alors, oui, l'accélération de l'histoire, elle ne date pas du mandat de Donald Trump. Ça fait quelques années qu'effectivement, on a l'impression que tous les 6 mois, il se passe quelque chose qui change le monde. Avec Donald Trump, simplement, ça va plus vite. C'était tous les 3 mois, puis tous les mois. Maintenant, c'est pratiquement toutes les semaines ou tous les jours. Mais l'accélération du rythme de l'histoire est un phénomène assez inexpliqué et tout à fait frappant de l'évolution du système international. Alors sur cette dernière séquence, je crois que Donald Trump est quelqu'un pour qui la puissance se résume à la captation de l'attention universelle tous les jours. Donc, il règne par la surprise, par la sidération des autres, et on a l'impression que tous les jours, il cherche quelque chose qui va lui permettre de faire la une des journaux, et non pas seulement des journaux occidentaux, mais toute la presse mondiale sur le Groenland, par exemple, titrait sur quel avenir pour le Groenland, est-ce que la guerre va venir, etc. Et donc, c'est, je crois, la démonstration d'une Amérique qui n'a pas d'autre stratégie que celle de sa puissance et surtout de la puissance d'un seul camp, c'est-à-dire le camp MAGA, qui règne à la fois par l'intimidation, la violence, la captation, la corruption. C'est un des gouvernements qui s'est le plus enrichi sur sa première année de mandat. Et donc Donald Trump a réussi son rapt du président Maduro au Venezuela, et sur cette voie lancée par ce succès, il a cru pouvoir faire la même chose au Groenland, ou en tout cas pas la même chose, mais avoir également un succès très rapide sur le Groenland. Sauf que là, pour le coup, il s'est confronté à un premier échec, puisqu'il s'est confronté à un front assez uni des Européens, en soutien du Danemark, en soutien du Groenland, et qu'il a compris qu'il ne fallait pas aller si loin, et que le vent de l'histoire sur cette affaire n'était pas de son côté. Qu'est-ce qu'on peut tirer de cette histoire ? C'est que, premièrement, Donald Trump est fort avec les faibles et faible avec les forts. Quand il voit que l'Europe est faible, il en profite. C'est ce qu'il a fait pour nous obliger à signer un accord commercial en juillet dernier qui impose des droits de douane de 15% à l'Europe sans réciprocité du côté américain. Mais quand il a vu que l'Europe était forte et unie, à ce moment-là, il a reculé. Et ça, c'est une très bonne leçon pour les Européens. Je crois que si on veut continuer à résister à l'offensive Donald Trump, il faut rester fort et uni, parce que comme ça, il respectera en tout cas les lignes rouges que l'on pourrait mettre. Pour vous, c'est la preuve que les dirigeants européens ont réussi à s'entendre face à une menace qui devenait de plus en plus persistante ? Oui, je crois, même si on n'était pas c'était surtout 8 pays qui ont pris le leadership dans cette affaire. Je crois que quand même les Européens, qui sont très divisés surtout, sont unis sur au moins une chose, qui est qu'il faut que le système international soit basé sur du droit international, du droit du commerce, du droit privé, du droit des affaires, que c'est la baie à bas pour à la fois s'enrichir quand on est une entreprise et gérer sa société quand on est un État. Et donc le respect du droit international, autrement dit de la souveraineté des États établis, c'est un consensus qui va bien au-delà d'ailleurs de l'Union européenne. Quand vous êtes un petit pays comme le Paraguay ou comme le Pakistan, vous n'existez que parce que le droit international vous reconnaît.
fait. Et donc, la défense du droit international, c'est ce qui permet presque d'unir 192 pays contre l'Amérique. Et donc, oui, je crois que les Européens sont divisés, par exemple, sur le type de concessions qu'ils peuvent faire à Donald Trump, sur le commerce, sur le numérique, etc. Mais si l'Amérique touche aux choses fondamentales qui sont le droit et la démocratie, je crois qu'on aura un front uni du côté des Européens. On reparlera sur la difficulté justement de trouver un front uni européen, mais pour revenir sur les États-Unis, dans votre livre, Nicole Niesotto, vous documentez assez précisément cette évolution de Donald Trump, notamment en présentant ceux qui l'entourent. Il y a par exemple son vice-président, J.D. Vance, on se souvient de son discours à Munich sur l'Europe, mais aussi de tous ces pontes de la tech, comme le fondateur de PayPal, Peter Thiel, qui s'est d'ailleurs exprimé il y a quelques jours à Paris, à l'Académie des sciences morales et politiques. Il a même été reçu par le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette venue en France d'un personnage très controversé, on le peut dire, qui fait partie des proches de Donald Trump? Alors, il y a deux questions dans votre question. Donc d'abord sur la première, c'est vrai que le deuxième mandat de Donald Trump par rapport à son premier mandat, c'est que dans ce deuxième mandat, il n'est pas tout seul. Il est entouré d'un clan, d'une bande d'idéologues extrêmement bien structurés, extrêmement convaincus, militants, dont Peter Thiel est un des principaux animateurs, mais il n'est pas le seul. Et ces idéologues ont en tête de modifier le système occidental tel qu'il a fonctionné depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire depuis 1945, avec une conviction qu'ils partagent tous, qui est que le monde d'aujourd'hui n'est plus adapté à la puissance américaine. Et donc, tout ce qui faisait le monde occidental jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire ces trois piliers, le libéralisme économique, la démocratie politique et le primat du droit sur la force, ces trois piliers-là leur paraissent aujourd'hui dépassé, inutile, voire contradictoire avec l'évolution de la puissance américaine. Et donc, ils veulent remplacer ces trois piliers, et c'est écrit en toutes lettres, c'est bien argumenté dans l'ensemble de leurs bouquins, par, en économie, le protectionnisme, en politique, l'autoritarisme, et maintenant j'irais presque jusqu'au pré-fascisme, et en relations internationales, le primat de l'ordre, de la force, sur le droit. Et donc c'est vraiment une contre-révolution très réactionnaire que cette bande d'idéologues, au nom de Donald Trump, mais Donald Trump est plutôt une marionnette dans cette affaire. Il y a derrière des gens qui ont une véritable objectif. C'est-à-dire que pour vous, Donald Trump n'a pas vraiment d'idéologie, il s'appuie sur celle des autres. Oui, Donald Trump, ce qu'il aime, c'est le buzz, la notoriété et l'argent. Mais derrière, il y a une bande de néo-fascistes qui ont véritablement un projet de changement à la fois de la société américaine, de la société occidentale, c'est-à-dire de l'Europe, et de la société internationale dans son ensemble. Et vis-à-vis de l'Europe, d'ailleurs, ils le disent, ils l'écrivent très bien, c'est leur ennemi prioritaire. Pourquoi ? Parce qu'ils ont tout à fait compris que le cadre de l'Union européenne, c'est la seule façon possible pour les 27 États européens de devenir un jour une puissance. Tant qu'ils sont séparés à côté les uns des autres, les pays européens, même la France et l'Allemagne, ne font pas peur à l'Amérique. Ensemble, s'ils arrivent à faire une vraie puissance politique, militaire, etc., alors ça peut devenir un concurrent de la puissance américaine, et ça, ils ne veulent pas. Donc, ils veulent systématiquement casser l'institution Union européenne. J'ai oublié quelle était la seconde partie de votre question. C'est sur la venue de Peter Thiel en France, son discours qu'il a fait, où il a notamment parlé, entre autres, de l'antéchrist, ce qui peut sembler à des années-lumière d'une réflexion, on va dire, politique sensée. Alors, Peter Thiel est effectivement un milliardaire de la tech. C'est lui aussi qui a financé toute la campagne de J.D. Vance. C'est lui qui a monté le personnage de J.D. Vance. Donc le vice-président des États-Unis. Donc, c'est un homme puissant. Et c'est un homme, alors qu'on peut trouver complètement irrationnel, mais qui a une rationalité propre, qui est celle que je viens de décrire, il ajoute aussi effectivement un côté, comment dit-on, alors il est très masculiniste, très hostile à l'égalité homme-femme, l'égalité des genres, enfin, c'est vraiment un personnage tout à fait redoutable et pas très sympathique. Il est aussi convaincu que l'humanité, il est très adepte des théories du transhumanisme, qu'il faut sauver l'humanité, etc., etc. Bon,
À la limite, c'est une affaire d'idéologie américaine. Qu'il soit reçu par le ministre des Affaires étrangères ne me choque pas du tout. Il faut que l'on connaisse et que l'on discute avec les gens qui seront sans doute nos futurs ennemis. Qu'il soit reçu à l'Académie des sciences morales et politiques, ça franchement, je trouve ça tout à fait scandaleux. Alors il paraît, ils se sont défendus en disant que c'était pas une invitation officielle, c'était une invitation à titre privé dans un petit groupe de réflexion faite à l'Académie des sciences. Enfin voilà, je trouve ça tout à fait incongru. Et quand on voit la difficulté qu'on a pour faire rentrer Boualem Sansal à l'Académie française et qu'on accueille Peter Thiel les bras ouverts, je trouve que c'est vraiment dommage pour l'institution qui, en l'occurrence, ne s'est révélée ni morale ni scientifique. On évoque les fractures dans l'Occident, notamment celle entre les États-Unis et l'Europe aujourd'hui sur Euradio. On en parle avec l'historienne Nicole Nisotto, vice-présidente de l'Institut Jacques Delors. Je vous soumets cette phrase: si quelqu'un pense encore ici que l'Union européenne ou l'Europe dans son ensemble peut se défendre sans les États-Unis, continuez de rêver. C'est ce qu'a dit il y a quelques jours le secrétaire général de l'OTAN, l'ancien Premier ministre néerlandais Mark Rutte. Qu'est-ce que vous pensez de cette déclaration assez sans équivoque de Mark Rutte? Non, Mark Rutte a déjà dit beaucoup de bêtises dans sa vie, et surtout depuis qu'il est secrétaire général de l'OTAN. C'est lui qui a dit il y a quelques semaines, mais vraiment peut-être 15 jours, 3 semaines, qu'il fallait se préparer à une guerre de type que celle qui avait connue nos parents et nos grands-parents lors de la Première Guerre mondiale. Donc que le secrétaire général d'une organisation de défense occidentale, au lieu de dire « je ferai tout pour empêcher qu'une guerre de type que celle qu'ont connue vos parents revienne », dise « préparez-vous à une guerre de celle qui ont connu vos parents », je trouve que là aussi, c'est vraiment une faute professionnelle dramatique. Le secrétaire général de l'OTAN, c'est fait pour diriger une organisation qui doit empêcher la guerre. Évidemment, la gagner si elle a lieu, mais d'abord l'empêcher. Bon, bref, déjà, première erreur. Deuxième erreur du secrétaire général de l'OTAN, c'est d'être plus royaliste que le roi. Et c'est là où il n'a pas compris. Il ne comprend ni l'Europe ni les États-Unis. Je suis très dur avec le secrétaire général. Il ne comprend pas les États-Unis. Pourquoi ? Parce que ce sont les Américains eux-mêmes et leur ministre de la Défense, le secrétaire à la Défense eux-mêmes, qui nous disent: nous ne serons pas toujours là. Débrouillez-vous, commencez, dépensez pour votre défense, organisez-vous. Nous ne serons pas toujours là. Alors que font les Européens ? Ils essayent évidemment d'augmenter leur effort de défense, d'augmenter leur budget de défense, de rationaliser l'industrie de défense européenne pour construire petit à petit une autonomie de défense européenne. Et le secrétaire général de l'OTAN vient nous dire le contraire de ce que disent les Américains, étant lui-même européen, donc disant le contraire de ce que pensent les Européens. Donc c'est devenu un ovni. Je pense que cet homme n'a aucun sens politique. Et à mon sens, il n'a qu'une seule envie, c'est de rempiler. Il est prêt à faire une cour totale à Donald Trump pour pouvoir faire 2 ou 3 ou 4 mandats. Mais c'est pas à l'honneur de l'OTAN ni à l'honneur de l'Europe. Et en particulier, ce qui me frappe beaucoup, c'est à quel point il peut être en contradiction avec le leadership américain. Et à quel point l'OTAN est remis en cause par toute la séquence qu'on a évoquée avec Donald Trump qui menace le Groenland. L'OTAN a encore un avenir pour vous ? Écoutez, la seule légitimité de l'OTAN aujourd'hui, c'est la Russie. C'est la guerre en Ukraine. Si la Russie ne menaçait pas l'Europe, l'OTAN n'aurait absolument aucun avenir. Et donc, on peut même se poser la question si Mark Rutte n'a pas envie que la guerre en Ukraine dure ad vitam aeternam pour pouvoir maintenir l'OTAN comme la seule organisation qui pourrait nous défendre contre la Russie. Mais bon, ceci étant dit, c'est vrai que l'OTAN connaît une crise majeure, une crise très grave, parce que si on résume les choses, aujourd'hui, l'OTAN, c'est une organisation militaire occidentale censée défendre l'Europe contre la Russie de Poutine, autoritaire, impérialiste et même dictatoriale. Mais cette OTAN est dirigée par un président des États-Unis qui est lui-même autoritaire, pré-fasciste et très ami avec Poutine. Donc comment les Européens peuvent-ils faire confiance
à l'OTAN dirigée par un homme autoritaire et pro-Poutine pour les défendre contre Poutine. Moi, j'avoue qu'il y a un moment où je ne comprends plus. C'est pour ça que je pense qu'il est plus qu'urgent que les Européens accélèrent le mouvement pour une défense européenne strictement européenne. Alors, la difficulté, c'est la transition. C'est ce que vous dites dans votre livre, effectivement, la nécessité de cette défense européenne, mais comment on la rend, cette défense européenne, acceptable auprès des citoyens européens ? Il faut expliquer aux citoyens européens, qui ne sont pas plus stupides que les gouvernements, il faut expliquer aux citoyens européens ce que je viens de dire, c'est-à-dire l'Amérique est aujourd'hui un pays qui soutient financièrement et politiquement en Europe les partis fascistes, les partis d'extrême droite, comme l'AfD en Allemagne ou comme Nigel Farage en Grande-Bretagne. Donc l'Amérique est aujourd'hui une démocratie qui veut supprimer les démocraties européennes et les remplacer par des régimes autoritaires. Les citoyens ne sont pas idiots. Pourquoi feraient-ils confiance dans cette Amérique qui soutient les régimes d'extrême droite pour les défendre contre une Russie également d'extrême droite? Donc il y a un moment où je crois que ce sont les citoyens eux-mêmes qui diront « Mais attendez, nous on veut bien que ce soit l'OTAN qui nous défende, mais qui défende la démocratie ». Et d'ailleurs, c'est dans toute lettre dans le préambule de l'OTAN. L'OTAN défend des territoires et un système politique qui est la démocratie. C'est pas simplement la défense du territoire. Si l'OTAN défend le territoire européen, mais en même temps cherche, parce que le président des États-Unis le souhaite, installer sur le territoire européen des régimes d'extrême droite, moi, je préfère ne pas être défendu par l'OTAN et me défendre tout seul en tant que Français. Pour autant, vous le dites aussi et vous le documentez très bien dans le livre, il y a une tendance depuis pas mal d'années au repli sur soi, au repli démocratique, à cette non-confiance envers les élites. Comment on tente en quelque sorte de relancer la machine à confiance finalement ? C'est vrai, une des raisons de la victoire, en tout cas de l'influence de Donald Trump sur les Européens, c'est que la population européenne connaît à peu près la même situation que la population américaine, c'est-à-dire à cause des évolutions complexes du monde et notamment de la mondialisation économique, ce sont des populations dont les classes moyennes sont, sinon paupérisées, en tout cas sont victimes d'un sentiment de peur de la paupérisation. Les classes moyennes américaines et européennes trouvent que la démocratie ne les sert plus très bien, trouvent qu'ils ne s'enrichissent plus très bien, que l'ascenseur social est bloqué, et donc ont très peur que l'avenir de leurs enfants soit pire que leur propre présent à eux. Et ça, c'est un des ferments, des racines du vote populiste qui promet autre chose que la démocratie traditionnelle. Et donc, pour éviter qu'une partie de la population européenne, comme les Américains, que cette grosse partie des classes moyennes ne soit encline à voter dans le sens que souhaite Trump, c'est-à-dire pour des régimes autoritaires et antidémocratiques, mais il faut rendre de nouveau la démocratie aimable, la démocratie enviable. Et comment on peut rendre la démocratie aimable ? Il faut la réformer, ça c'est clair, mais surtout il faut réformer le système politique. Il faut que les classes moyennes aient encore le sentiment que le libéralisme économique sert les classes moyennes, au lieu de servir uniquement le 1% des très riches dans nos sociétés. Et au niveau européen, justement, comment on réforme les institutions pour qu'elles correspondent plus aux aspirations des classes moyennes? Alors, je suis pas sûr qu'il faut le prendre je pense pas qu'il faut le prendre par le biais institutionnel, parce que quand on change les institutions, on n'y arrive jamais, il faut ratifier, bon, bref. Mais non, il faut le prendre par le biais politique. Il faut que l'Union européenne s'occupe des citoyens. L'Union européenne, elle a réussi un sans faute, pratiquement, pour le bien-être du consommateur européen. L'Union européenne s'occupe des consommateurs parce que son mandat, c'est le perfectionnement toujours plus grand du marché unique européen. L'Union européenne ne s'est donc pas occupée du citoyen européen. Or, c'est pas le même. On peut être très content d'acheter des carottes pas chères au même prix à Bruxelles et à, Édimbourg, et très malheureux de ne pas
d'un système politique qui ne correspond plus à ses affinités. Et donc il faut que l'Union européenne s'occupe des citoyens. En particulier, moi je pense qu'il faut redonner une place importante aux politiques sociales. On parle beaucoup, alors maintenant la priorité c'est la défense, c'est la souveraineté numérique, c'est encore un peu encore, mais même si ça baisse, la lutte contre le réchauffement climatique, etc. Mais moi je pense que la justice sociale, la justice fiscale, ce sont des chantiers que l'Union européenne devrait prendre à bras-le-corps pour justement redonner aux citoyens européens une envie de rester dans la démocratie. Merci beaucoup, Nicole Niesotto, pour cette phrase de conclusion. Effectivement, il faut donc, créer ou recréer un citoyen européen plus que le consommateur. Et donc, on peut retrouver quelques-unes de ces pistes de réflexion dans votre dernier livre, dont je rappelle le titre, Fracture dans l'Occident, comment en est-on arrivé là, comment en sortir? C'est aux éditions Odile Jacob. Encore merci Nicole Niesotto. Merci à vous d'avoir été avec nous sur Radio aujourd'hui.